Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Une semaine donc qui s'achève, qui a été marquée par un retour de l'agressivité de certains banquiers centraux en termes de communication, aussi bien du côté de la Banque Centrale Européenne que du côté de la Fed. On a vu 5-6 déclarations cette semaine qui parlaient à nouveau de la nécessité, par exemple du côté de la Fed, d'amener les taux au-delà de 5%. On est actuellement sous les 5% pour le taux principal de la Fed, pour la fourchette de taux de la Banque centrale américaine. Les banquiers centraux, donc certains d'entre eux, considèrent qu'il faudra d'abord amener les taux au-delà de 5% avant de considérer à assouplir un petit peu la politique monétaire, ou en tout cas à la rendre moins agressive. Du côté de la Banque centrale européenne, c'est également le cas. On a eu des déclarations de Knot, notamment, un des membres du Conseil des gouverneurs, qui considère que la Banque centrale européenne doit encore monter à plusieurs reprises son taux principal de 50 points de base, sachant qu'on est déjà à 2,50, ce qui voudrait dire d'amener le taux au moins dans des zones à 3,50. Et puis on a également les propos de Christine Lagarde, en direct du forum de Davos, qui là aussi explique que les marchés doivent potentiellement s'ajuster par rapport à la réalité de la dynamique de relèvement des taux. Et donc la tonalité de tout ça, c'est que finalement, on a eu l'impression que les banquiers centraux ont voulu faire en sorte que les comportements de marché, à savoir la détente des taux qu'on a observé pendant plusieurs semaines, que le rebond également puissant des marchés actions, 10% de rebond sur la partie européenne dans l'espace de 2 semaines, et bien que cette volatilité qui retombe un petit peu partout, et bien que potentiellement que ces conditions financières qui se détendent. C'est donc ça, quand les taux partent à la baisse, et bien ça veut dire à nouveau une détente des conditions financières, c'est-à-dire potentiellement des coûts de crédit moins élevés, ça veut dire une nervosité des marchés moins importante, c'est-à-dire donc une prise de risque qui peut avoir tendance à revenir. Et ça, les banquiers centraux considèrent que c'est pas favorable, que c'est défavorable aux banques centrales elles-mêmes, parce que ça freine finalement leur combat contre l'inflation, que ça freine le retour de l'inflation, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, vers le 2%. Et donc cette espèce de tir groupé qu'on a cette semaine, de plusieurs d'entre eux, en tout cas pas tous, tous n'ont pas la même sensibilité par rapport à la nécessité de ramener encore les taux plus haut, mais toutes ces déclarations un peu plus agressive, eh bien, ça a fait remonter les taux courts, le taux 2 ans allemand, le taux 2 ans américain. Vous voyez, le taux 2 ans américain qui était tombé aux alentours de 4,05 il y a quelques jours est remonté à 4,17. Voilà, ça traduit le sentiment que le marché obligataire a dû réajuster un petit peu ses ambitions par rapport à ces déclarations de banquiers centraux. Et puis, il y a un vrai thème, qui est un thème assez... je pense qu'il va être un thème qui va animer un petit peu les spéculations autour de la réunion de la Fed de février. C'est que pour la réunion de février, si vous regardez ce qu'on appelle les futurs Fed Funds, c'est-à-dire les anticipations d'une partie du marché de ce que sera le niveau de taux de la Fed après la réunion du 1er février, donc c'est la prochaine réunion de la Fed, eh bien, ce segment de marché, les futurs Fed Funds, considèrent qu'on aura seulement 25 points de base de hausse de taux. La dernière hausse de décembre, c'était 50 points de base. Là, les futurs considèrent qu'on aura seulement 25 points de base, et puis encore, potentiellement, 25 points de base en mars. Et ensuite, pas forcément de nouvelles hausses de taux. Et donc, vous voyez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que une partie du marché considère qu'il y aura encore 50 points de base de hausse de taux pour la Fed et qu'ensuite, ce sera réglé, plus de hausse de taux, un plateau pendant plusieurs mois, et puis dans quelques temps, peut-être fin d'année ou début d'année prochaine, une baisse de taux. Et c'est là qu'il y a des choses qui ne correspondent pas avec les déclarations qu'on a entendues cette semaine de ces membres de la Fed, parce que plusieurs d'entre eux ont expliqué qu'il fallait aller au-delà de 5%. Actuellement, la fourchette, c'est 4,25, 4,50. Si vous allez au-delà de 5%, ça veut dire qu'il y a au moins 75 points de base de hausse de taux, c'est-à-dire plusieurs hausses de 0,25 qui sont encore à venir. Alors, est-ce que ça veut dire 50 points de base en février puis 25 en mars, ou alors 3 hausses peut-être étalées entre février, mars et avril? En tout cas, il y a quelque chose qui ne correspond pas entre le discours de certains banquiers centraux et ce que price une partie du marché. Il y a aussi des divergences, donc, parce qu'on disait que les taux courts ont rebondi cette semaine pour sanctionner finalement ce qu'ils ont entendu de la part des banquiers centraux. Mais de l'autre côté, on voit que les anticipations sur les futurs Fed Funds, donc, là, elles n'ont pas réajusté ces anticipations. Toujours seulement 25 points de base anticipés pour le mois de février.
Et puis si vous regardez effectivement sur le marché d'échange, pas trop de réaction non plus. Le dollar n'a pas trop réagi cette semaine, il n'a pas trop bougé, pas trop de... si on voit l'euro-dollar par exemple, c'est un bon marqueur. On voit que l'euro a passé sa semaine à osciller aux alentours de 1,08, donc il n'y a pas eu de renforcement visible du dollar. Mais par contre, on a eu des réactions sur le marché action. À chaque fois qu'on a eu ces discours là un petit peu agressifs cette semaine de certains banquiers centraux, le marché action régulièrement, côté Europe et côté US, a pris un petit peu ses gains. C'était plus flagrant quand même côté US que côté Europe, mais sur l'Europe, on a eu de près 2% de lâcher par rapport au sommet. Alors, c'est pas grand-chose, on peut dire. C'est sûr qu'après 10% de rallye en ligne droite depuis le 1er janvier, rendre 2%, ça rien de catastrophique. Mais ce qui est nécessaire de voir, c'est que ces gains ont quand même été rendus après ces propos. Une fois qu'on a entendu ces propos arriver, et c'est là que le marché a commencé à prendre un peu ses gains. Et puis, il y a aussi quelque chose qui ne plaît pas trop au marché. C'est pour ça qu'on a eu cette volatilité qui repasse au-dessus de 20 cette semaine sur les marchés américains. Le VIX, on rappelle, était tombé dans la zone des 18 et demi, 19 ces derniers jours. Et puis cette semaine, donc le VIX, je vous rappelle que c'est la volatilité, c'est la nervosité du plus gros indice américain, le S&P 500, eh bien on est repassé au-dessus de 20 après ces propos de banquiers centraux. Et là où le marché n'aime pas trop cette phase-là, c'est parce qu'il entend effectivement certains banquiers centraux, pas tous, mais certains, reparler de manière un peu plus dure par rapport aux hausses de taux nécessaires, et que face à ça, eh bien, on voit des données macroéconomiques qui tendent à montrer que l'économie américaine connaît une phase de ralentissement. On a aussi bien eu des chiffres de vente au détail, par exemple, moins bonnes qu'attendu, 2 mois consécutifs de repli des ventes au détail. On a des chiffres sur la production industrielle, plus faibles qu'attendu, là aussi en repli. Des chiffres sur les ventes de logements. Là, en cette fin de semaine, on a eu les ventes de logements existants qui tombent à leur plus bas niveau depuis 2010. C'est une période qui nous dit quelque chose, ça, 2008-2010. Ça, 2010, c'est plutôt la fin de la crise des subprimes, même complètement la fin, ou en tout cas une bonne partie de la fin. Mais disons que le choc est quand même très violent. Quand vous regardez où on était il y a encore quelques mois sur les ventes de logements existants, on était sur des plus hauts justement depuis 2006-2007, et que désormais, en l'espace de quelques mois, on tombe sur les plus bas depuis 2010. C'est absolument vertical comme baisse. Ça veut dire que le marché immobilier est complètement tétanisé par les hausses de taux de la Fed qui ont des répercussions sur les hausses de coûts de crédit hypothécaire notamment. Et d'ailleurs, on l'avait expliqué dans les derniers podcasts que les indices du marché du crédit hypothécaire n'avaient jamais été aussi mal portants depuis les années 90. Donc c'est un sacré choc qui s'opère sur le marché immobilier américain. Alors ça entretiendrait plutôt l'hypothèse, attention, effectivement l'économie, notamment l'immobilier, commence à ralentir trop fortement, donc la Fed ne peut plus aller trop loin. Ça, effectivement, ça pourrait soutenir l'hypothèse d'avoir peut-être encore une ou deux hausses de taux de 25 points de base. Mais de l'autre côté, il y a aussi ces chiffres d'inflation qu'on doit continuer à voir baisser. L'inflation est encore à 6,5 aux États-Unis, elle est encore aux alentours de 9% en zone euro, donc c'est beaucoup trop. Et effectivement, les banquiers centraux ne peuvent pas non plus donner l'impression que le plus gros du job a été fait. Et c'est ce qu'il faut. Ils reconnaissent qu'il y a quand même une trajectoire là qui devient un peu plus acceptable maintenant, notamment côté US. Mais effectivement, personne ne peut crier victoire avec ces chiffres d'inflation, même si on sait que la politique monétaire produit des effets toujours a posteriori. Enfin, au moment où elle est faite, mais qu'elle continue de produire des effets plusieurs mois après. Donc les banquiers centraux sont aussi au courant que ce qu'ils ont appliqué comme hausse de taux il y a 1 mois, 2 mois ou 3 mois produiront encore leurs effets courant du premier trimestre et courant du deuxième trimestre au moins. Donc effectivement, c'est ce challenge-là qu'ils doivent relever, mais pour les marchés, on le disait, parce qu'on revient sur la partie marché, ça donne un effet ciseau qui n'est pas terrible, parce que des banquiers centraux, certains d'entre eux qui sont plus agressifs, de l'autre côté, on l'a dit, des données macroéconomiques américaines qui montrent un ralentissement, même des données plus avancées, comme l'ISM Service par exemple, qui est un indice avancé de l'activité dans les services. On rappelle qu'il est tombé de manière surprenante en zone de contraction d'un mois à l'autre, alors qu'il naviguait en zone confortable il y a encore quelques semaines, et puis d'un seul coup, d'un mois à l'autre, on a eu cet indicateur s'affaisser. On a aussi des indicateurs de Fed régionale, l'indicateur manufacturier de la Fed de New York, par exemple. Grosse chute, là aussi, on retrouve sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la crise Covid. Donc on a comme ça des marqueurs à la fois de données réalisées et de données avancées côté US qui semblent aller dans le sens, effectivement, de ce ralentissement économique. Donc ça, pour les marchés, c'est pas terrible. Et puis, cette semaine, on a aussi des résultats d'entreprises qu'on aura aussi la semaine prochaine avec, on aura les GAFAM qui vont publier la semaine prochaine, on aura certaines valeurs du luxe également, en Europe, France notamment, qui vont publier. Donc ça va être à surveiller. Mais cette semaine, ça a donné quoi ces résultats? On a surtout regardé la partie américaine, qui est souvent un peu motrice de ce côté-là. On a eu les bancaires, par exemple, qui ont publié cette semaine. Eh bien, les bancaires ont contribué à la baisse des indices. Dans le dernier podcast, on disait attention, le rallye value, c'est-à-dire le rallye des valeurs traditionnelles, banques, aéronautiques, pétrole, automobiles, etc., qui ont beaucoup joué la réouverture de la Chine et les anticipations de réouverture de la Chine vont être confrontées à un test de réalité par rapport à des résultats et des projections notamment. Et par rapport à des résultats, il y a eu certaines surprises pas terribles. Quelques banques ont bien tenu, mais d'autres ont affiché d'une année à l'autre des replis de bénéfices assez conséquents. Et puis surtout, il y a des projections, des guidances. Je pense à celle de Goldman Sachs, par exemple, qui
projection plutôt prudente hein, sur les mois à venir, plutôt réservée. Voilà. Et ça contribue aussi à faire prendre au marché américain une partie de leurs gains. Le Dow Jones, par rapport au point haut touché il y a quelques jours, il a lâché un peu plus de 4% quand même. C'est 2 fois plus que l'Europe. Et ça traduit bien cet effet ciseau. Donc, hein, une micro où beaucoup de choses avaient été pricées par rapport à la Chine et finalement, il n'y a pas suffisamment de bonnes surprises pour tirer encore les indices à la hausse. Le vent contraire monétaire dont on va de parler avec les déclarations de banquiers centraux. Et puis, une macro globale, hein, ces chiffres qu'on vient de citer, logement, production, vente au détail, voilà, qui ont freiné également la tendance. Donc, c'est un cocktail qui ramène un peu de volatilité sur les marchés. C'est pas catastrophique, c'est plutôt sain d'avoir ça parce que ça traduit aussi de réalité économique. Hein. Il ne faut pas non plus que les marchés soient trop en avance sur le cycle. Ils avaient déjà beaucoup rebondi au T4 et puis une partie là du mois de janvier. Donc, c'est plutôt sain, en tout cas côté US, de voir ça. À noter également que côté marché américain, on a aussi vu, c'est un peu plus tardif, mais un repli des valeurs de croissance. Hein. Quand les taux on commence à se redresser un petit peu, là, les taux courts notamment, les valeurs de croissance, donc tout ce qui est valeurs technologiques, donc hein, qu'on retrouve dans le Nasdaq ou dans le S&P, on a vu ces indices commencer à fléchir un petit peu, pas beaucoup, hein, c'est des petits mouvements, 2%, mais ça s'est quand même fait sur ces éléments de politique monétaire hein, qu'on a vu, et c'est là-dessus que les marchés ont commencé à réagir un petit peu parce que ça ouvre justement un suspense assez fort hein, pour la réunion de février, 25 points de base ou 50 points de base. Hein, voilà. Et ça peut paraître pas beaucoup comme ça, hein, quand on voit tout ce que la Fed a déjà enchaîné comme hausse, on a plus de 4% sur les taux aujourd'hui. Mais c'est justement peut-être les dernières hausses de taux qui sont les plus surveillées parce qu'on essaie d'affiner au mieux les stratégies par rapport à ce qui serait le taux terminal de la Fed, le taux auquel elle s'arrêterait de relever les taux. Et pour l'instant, on ne sait pas où est ce taux terminal. Hein. Donc, c'est là que ça compte. 25 ou 50 points de base, ça fait une différence par rapport aussi à des multiples hein, qui sont devenus un peu plus importants, des multiples de valorisation, suite à ces gros rebonds qui sont devenus un peu plus généreux. Il faut à nouveau s'assurer qu'on ne soit pas un peu trop dans l'euphorie non plus. Et ça, en tout cas, c'est bien que cette semaine, les marchés aient un peu sanctionné ça. Qu'il n'y ait pas eu de crash, évidemment, c'est tout à fait logique, qu'il n'y ait pas de quoi, mais qu'il n'y ait pas non plus l'euphorie qu'on a pu voir là, ces premiers jours de l'année. Bon, là, ça revient un petit peu dans la lignée normale des comportements de marché qu'on doit avoir dans ce genre de semaine. Et la semaine prochaine sera donc assez riche. On va en parler dans les projections, dans ce qui nous attend, micro, macro notamment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Décision de la Banque du Japon également, qui était très attendue. La Banque du Japon qui a décidé de ne pas changer sa politique monétaire. Certains pensaient, il y avait une espèce de bruit de marché comme ça, hein, qui laissait penser qu'elle pouvait continuer à assouplir son contrôle de la courbe de taux. Vous savez qu'elle empêche, hein, par exemple, le taux de 10 ans d'aller au-delà de 0,5%, ce que ne font évidemment pas les autres banques, que ce soit la Fed ou la BCE, mais la Banque du Japon applique un contrôle hein, de la courbe de taux, c'est-à-dire qu'elle empêche certains taux, notamment le taux 10 ans, d'aller au-delà de 0,5%, et on avait quelques rumeurs qui laissaient penser qu'elle pouvait débloquer ce plafond pour laisser filer un peu plus les taux, parce que l'inflation au Japon atteint quand même la zone des 4%, donc ce qui n'est pas rien. Mais finalement, elle n'a pas cédé à cette pression de marché. Finalement, elle a été challengée, elle a été testée, on l'a vu sur le marché obligataire d'ailleurs. Hein. Il y a eu plusieurs incursions là de 0,5%, ce qui montre qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de vendeurs face à elle et qu'elle devait donc acheter, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises, à nouveau des obligations souveraines pour limiter l'envolée les tension à la hausse sur les taux, mais elle n'a pas cédé. Et puis dans ses choix de politique monétaire, elle a gardé sa politique, et ça a eu comme effet de détendre un petit peu les taux au Japon et de réaffaiblir un petit peu le yen notamment. Dernière statistique de la semaine qui soulève un petit peu l'attention, c'est les stocks de pétrole aux États-Unis. On parlait de la macroéconomie là, qui affichait quelques signaux de ralentissement sur la dernière statistique américaine. Il y a autre chose qui interpelle un peu, c'est que les stocks de pétrole aux États-Unis sont en hausse depuis désormais 4 semaines. Et que les 2 dernières semaines où on a eu les statistiques, c'était des statistiques assez élevées. 19 millions pour les stocks il y a 2 semaines, plus 8 millions là, pour le dernier chiffre qu'on a eu. Il y a des semaines parfois où on a des gros stocks, et puis la semaine d'après ça corrige. Les semaines comme ça, où pendant plusieurs semaines d'affilée, vous avez des stocks qui grimpent. Disons qu'on ne peut pas conclure que ce soit catastrophique du tout. Hein. On note simplement une tendance depuis 4 semaines. Et là où ça peut pousser le marché à cogiter un peu, et c'est peut-être ce qu'il a fait d'ailleurs cette semaine, hein, quand il a baissé un peu comme ça sur les indices Dow Jones ou autres, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas aussi un petit lien avec justement peut-être ce ralentissement économique qu'on commence à voir sur certaines statistiques. Et ça, c'est un élément qu'il va falloir quand même éclaircir sur les prochaines stats. Donc la semaine prochaine, mercredi, on surveille attention les prochains stocks de pétrole, savoir si ça confirme ou pas cette tendance, ou si au contraire c'était juste un épisode peut-être un peu technique au niveau des stocks ou autre, mais à surveiller en tout cas. Disons que ça ne tombe pas bien en tout cas par rapport au flux macro qui était plutôt négatif cette semaine aux États-Unis.
Voilà ce que nous pouvions dire sur cette partie macro cette semaine. La semaine prochaine, donc une semaine intéressante à suivre. Lundi, on aura à nouveau une intervention de Christine Lagarde, donc toujours à écouter sur la question de la politique monétaire. On regarde la confiance des consommateurs en zone euro lundi. Mardi, gros rendez-vous pour la zone euro et pour les États-Unis. C'est la journée des PMI, ces fameux indices avancés sur l'activité dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. Donc, grosse journée de PMI, et c'est la première estimation, c'est ce qu'on appelle les PMI flash, hein, c'est la première estimation des PMI, donc encore plus important. Mardi matin, PMI en Europe, mardi après-midi, PMI aux États-Unis. Gros rendez-vous de la semaine prochaine. Mercredi, je vous le disais à l'instant, les stocks de pétrole à surveiller par rapport à une tendance haussière sur les stocks depuis déjà maintenant 4 semaines. Jeudi, là aussi, gros rendez-vous, premier chiffre du PIB américain, première estimation du PIB pour le 4e trimestre. Et on sait que les estimations sont assez généreuses de ce côté-là. La Fed d'Atlanta estime qu'il y a eu plus de 3% de croissance, 3,5% de croissance au 4e trimestre. On verra ce qu'il en sera donc sur les premières publications officielles. On a également les commandes de biens durables, toujours intéressant à suivre ça, hein, sur la vigueur, la dynamique commerciale américaine, économique américaine, ça c'est de la vraie macro. Et puis on terminera la semaine, vendredi, avec des chiffres sur les logements, les ventes de logements en cours aux États-Unis. Et on a également une des mesures de l'inflation de la Fed, enfin une mesure de l'inflation plutôt que la Fed surveille, qui est l'inflation PCE aux États-Unis. Il y a l'inflation IPC, qui est la mesure très surveillée, et l'inflation PCE, qui est une mesure un peu plus ciblée de l'inflation, qui est très surveillée par la Fed également. Donc vous voyez pas mal de thèmes macro, et puis aussi, je vous le disais, des résultats d'entreprises qui vont continuer à tomber, notamment les GAFAM qui vont commencer à publier la semaine prochaine. On a déjà eu Netflix cette semaine, ça s'est plutôt bien passé. La semaine prochaine, surtout des GAFAM. Et également le luxe qui va commencer à publier, notamment la semaine prochaine, ses résultats. Donc des résultats sur l'Europe aussi, que l'on suivra avec attention. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.